Le 9 janvier 2003, une date gravée dans la mémoire collective française, non pas pour un événement historique ou une célébration, mais pour un silence assourdissant qui a commencé dans le froid glacial de Guermantes, une petite commune de Seine-et-Marne qui jusqu'alors incarnait la tranquillité provinciale. Ce soir-là, une fillette de 9 ans, Estelle Mouzin, rentrait de l'école. Un trajet banal, quelques centaines de mètres à peine, qu'elle ne terminera jamais. Sur ce chemin vide, elle s'est volatilisée. Pas un cri, pas un témoin, pas une trace, comme si le sol l'avait avalée. Ce qui a suivi n'est pas seulement l'histoire d'une disparition d'enfant, aussi tragique soit-elle. C'est la chronique d'une faillite. La faillite d'une enquête qui a coûté des millions. Mobiliser des centaines d'hommes pour se heurter à un mur d'incompétence et d'aveuglement. C'est l'histoire du combat titanesque d'un père, Éric Mouzin, un homme ordinaire transformé en guerrier contre l'inertie d'un système judiciaire qui a refusé pendant 16 longues années de regarder la vérité en face. Une vérité monstrueuse, incarnée par l'un des pires couples de prédateurs que la France ait jamais connu, Michel Fourniret et Monique Olivier. Cette affaire a forcé la France à un examen de conscience douloureux. Elle a révélé les fissures béantes de ses institutions, l'arrogance de certains enquêteurs et l'incroyable solitude des familles de victimes. Mais de cette tragédie est aussi née une volonté de changement, une réforme profonde qui, aujourd'hui encore, porte le nom d'Estelle. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement raconter les faits, nous allons plonger au cœur des ténèbres, nous allons décortiquer chaque erreur, chaque mensonge, chaque manipulation. Nous allons comprendre la psychologie d'un couple diabolique et la détermination sans faille d'un père qui a refusé que sa fille ne devienne qu'un dossier de plus. C'est une histoire de douleur, de colère, mais aussi d'espoir et de résilience. Une histoire qui doit être racontée dans ses moindres détails pour qu'Estelle ne soit jamais oubliée. Si vous voulez comprendre les rouages complexes des grandes affaires criminelles et soutenir un journalisme d'investigation indépendant, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues et activez la cloche des notifications. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à mettre en lumière ces histoires qui ne doivent jamais sombrer dans l'oubli. Le soir du jeudi 9 janvier 2003, Guermantes est une carte postale de l'hiver en Île-de-France. Le froid est vif, l'air pique le visage. Pour Estelle Mouzin, 9 ans, c'est la fin d'une journée d'école ordinaire. Vers 18 h, elle quitte l'étude, son cartable sur le dos. Elle marche un moment avec 2 amis, leur rire d'enfant se mêlant à la buée de leur souffle. Puis, leurs chemins se séparent. Estelle continue seule. Elle est aperçue une dernière fois, une silhouette fluette passant devant la vitrine illuminée de la boulangerie du village. La maison n'est plus qu'à quelques centaines de mètres, un trajet qu'elle connaît par cœur. Mais ce soir-là, la routine se brise. Dans cet intervalle de quelques minutes, sur ce chemin si familier, Estelle disparaît. Elle s'évapore sans laisser la moindre trace, sans qu'aucun son ne vienne troubler la quiétude du soir. L'expression, maintes fois répétée par les journalistes et les enquêteurs, est d'une justesse glaçante. Elle s'est dissoute. Vers 19 h, sa mère, Suzanne, rentre du travail. La porte s'ouvre sur une maison silencieuse, trop silencieuse. L'absence d'Estelle est immédiate, anormale. L'inquiétude, d'abord une simple gêne, se transforme vite en une angoisse poignante. Chaque minute qui passe alourdit le silence. À 19 h 30, l'évidence est insupportable. Il est arrivé quelque chose. Suzanne contacte le commissariat. C'est le début officiel de l'affaire Estelle Mouzin. À ce moment-là, ses parents, Éric et Suzanne, sont en instance de divorce, un détail qui, tragiquement, orientera les premières heures de l'enquête dans une direction douloureuse et erronée. Contrairement à une idée parfois répandue, la réaction des forces de l'ordre n'est pas timide. Elle est immédiate, massive, presque spectaculaire. Le lendemain, le parquet de Meaux ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Le service régional de police judiciaire, SRPJ, de Versailles, une unité d'élite, est saisi. Les jours suivants, Guermantes se transforme en une forteresse assiégée. Le mardi 14 janvier, une opération d'une ampleur sans précédent est déclenchée. Le village est entièrement bouclé. 170 policiers, 300 gendarmes, des équipes cynophiles, des plongeurs. C'est une manœuvre quasi militaire. Plus de 350 maisons sont perquisitionnées, les jardins retournés, les caves inspectées.
les plans d'eau sondés. L'investissement en ressources humaines et matérielles est colossal, un coût financier et logistique énorme pour l'État, censé garantir une efficacité maximale. Pourtant, cette démonstration de force se heurte à un vide absolu. C'est le paradoxe fondateur de l'affaire Mouzin. Jamais autant de moyens n'avaient été déployés pour ne trouver rien. Pas un cheveu, pas une fibre de vêtement, pas une empreinte. Les témoignages sont confus, contradictoires, et aucun ne s'avère décisif. Les enquêteurs sont face à un néant, une énigme parfaite. Ils doivent, selon leurs propres termes, enquêter à partir de rien. Cet effort initial, bien que louable dans son intention, va avoir une conséquence perverse. Il va forger une certitude au sein de la direction d'enquête. Si nous n'avons rien trouvé ici, avec de tels moyens, c'est que la clé n'est pas locale, mais cette certitude va aussi créer un biais de confirmation. Persuadés d'avoir retourné chaque pierre de Guermantes, ils deviendront réticents, voire hostiles, à toute piste extérieure, à l'idée qu'un prédateur ait pu venir de loin, frapper et repartir. Cette action massive a construit une illusion de compétence qui a masqué une faille stratégique majeure. Pour la famille, et en particulier pour le père, Éric Mouzin, c'est le début d'une double peine. Dès les premières heures, il est convaincu que sa fille a été enlevée. Il connaît Estelle, son caractère, sa maturité. L'hypothèse de la fugue lui semble absurde. Il se jette à corps perdu dans la médiatisation, plaçardant des affiches, contactant les journalistes, cherchant à faire du visage de sa fille une image que personne ne pourrait oublier. Mais pendant qu'il mène ce combat public, il en mène un autre, secret et dévastateur. Dans l'ombre, les soupçons des enquêteurs se tournent vers lui. La situation familiale, le divorce en cours, tout est scruté, interprété. La diffusion d'un portrait robot d'un suspect présentant une vague et malheureuse ressemblance avec lui vient cristalliser cette suspicion. Pour un père dont le monde vient de s'effondrer, cette épreuve est d'une cruauté sans nom. Il doit non seulement faire face à l'absence de son enfant, mais aussi à l'opprobre du doute. Des années plus tard, en 2011, dans son livre « Retrouver Estelle », il ressentira le besoin d'écrire, dès la première phrase, ces mots qui résument son calvaire. « Je ne suis pas celui qui a enlevé Estelle ». Il expliquera vouloir effacer la période de suspicion des enquêteurs et les remarques blessantes qui ont empoisonné son deuil. Cette victimisation secondaire par le système même qui est censé le protéger va forger en lui une méfiance profonde envers les institutions. C'est sur les cendres de cette confiance trahie que naîtra son combat acharné pour que l'État soit un jour tenu responsable de ses manquements. Le coût humain de ses premières erreurs est incalculable. Le cœur de l'énigme Mouzin, la clé de voûte de 16 années d'errance judiciaire, tient en deux noms, Michel Fourniret, et en un mot, un alibi. Pendant plus d'une décennie et demie, une erreur d'appréciation fondamentale, une faute intellectuelle presque inconcevable, a maintenu l'enquête dans une impasse totale, alors même que les signaux d'alarme clignotaient en rouge vif. En juin 2003, 6 mois à peine après la disparition d'Estelle, le nom de Michel Fourniret explose dans l'actualité. Le tueur en série, surnommé l'Ogre des Ardennes, est arrêté en Belgique après une tentative d'enlèvement ratée sur une jeune fille qui a réussi à s'échapper de sa camionnette. Son parcours criminel commence à être dévoilé. Son nom est logiquement évoqué dans le dossier Mouzin. Le profil correspond, un prédateur d'enfants, opérant souvent seul. Mais la piste est refermée presque aussitôt qu'elle a été ouverte. La raison est un simple appel téléphonique. Le soir du 9 janvier 2003 à 20h08 précise, un appel est passé depuis le domicile de Fourniret à Sarcustine, en Belgique, vers le téléphone de son fils, Jean-Christophe, pour lui souhaiter son anniversaire. L'alibi semble en béton. Il est matériellement prouvé par une facture détaillée, et surtout il est corroboré par le témoignage de sa femme, Monique Olivier. Pour les enquêteurs du SRPJ de Versailles, le calcul est simple et sans appel. Guermantes est à 270 km de Sarcustine. Il est, selon eux, physiquement impossible pour Fourniret d'avoir enlevé Estelle vers 18h45, de s'être débarrassé d'elle et d'être rentré tranquillement chez lui pour passer ce coup de fil à 20h08. L'affaire est classée. La piste Fourniret est enterrée. Cette décision, prise sur la base d'un calcul de temps et de distance,
va s'avérer être l'erreur la plus catastrophique de l'histoire judiciaire française moderne. Elle ne tient compte ni de la ruse du prédateur, ni de la complicité de sa femme. Elle accepte comme argent comptant le témoignage d'une femme qui est tout sauf une source fiable. Pourtant, certains ne se laissent pas convaincre. Les avocats d'Éric Mouzin, maître Didier Seban et Corinne Herman, sont des spécialistes des cold cases et connaissent parfaitement le dossier Fourniret pour avoir défendu d'autres familles de ses victimes. Pour eux, l'implication de l'ogre des Ardennes est une quasi-certitude. Le mode opératoire, le type de victime, tout correspond. Ils insistent, demandent des vérifications, supplient les juges de ne pas écarter cette piste. Mais ils se heurtent à un mur de déni, une arrogance institutionnelle. Un enquêteur de Versailles, sûr de son fait, leur lancera cette phrase terrible, symbole de l'aveuglement de l'époque: « Il y a 99% de chances que ça ne soit pas Fourniret. » Pendant ce temps, depuis sa cellule, Fourniret joue. Il se délecte de la situation. Il sait que les enquêteurs sont dans l'impasse et il s'en amuse, distillant des indices pervers, des aveux en creux. Il envoie des lettres, des messages codés, des provocations. Il aime sentir qu'il a le contrôle, que même derrière les barreaux, il est le maître du jeu. En 2007, il va plus loin. Dans une lettre adressée à la justice, il demande à être entendu et jugé pour 3 affaires non élucidées, et il nomme explicitement Estelle Mouzin, aux côtés de Marie-Angèle Domès et Johanna Parish, 2 autres de ses victimes. C'est une confession quasi explicite. Une telle déclaration aurait dû provoquer un séisme, une réouverture immédiate et massive de la piste. Incroyablement, elle est ignorée. La justice, enfermée dans sa certitude initiale, considère cela comme une nouvelle manipulation du tueur et ne donne pas suite. L'alibi téléphonique est devenu un dogme, une vérité intouchable. Le déblocage ne viendra que bien plus tard, en 2019, 16 ans après la disparition. Il est le fruit de la ténacité d'une nouvelle juge d'instruction, Sabine Kéris. Le dossier, enfin dépaysé de mots à Paris, atterrit sur son bureau. Contrairement à ses prédécesseurs, elle n'a pas d'a priori. Elle décide de reprendre l'enquête à zéro, avec un seul et unique objectif, la piste Fourniret. Sa stratégie est simple, faire tomber l'alibi. Et pour cela, elle va s'intéresser à la seule personne qui peut le détruire, Monique Olivier. La clé lui est apportée par une ancienne codétenue de Monique Olivier, une femme nommée Milika Petrovic. Dès 2015, celle-ci avait tenté d'alerter la police. En prison, Monique Olivier s'était confiée à elle. Elle lui avait avoué le terrible secret. Le soir du 9 janvier 2003, ce n'est pas Michel Fourniret qui a appelé son fils, c'est elle. Elle l'a fait à la demande expresse de son mari pour lui fabriquer un alibi parfait. Il était parti, lui avait-elle dit, pour chasser les petites vierges. Il lui avait donné des instructions précises. Cette information capitale, qui valait de l'or, est restée lettre morte pendant 4 ans. Mais la juge Kéris, elle, l'écoute. En novembre 2019, elle organise une confrontation. Face à Milika Petrovic, Monique Olivier, acculée, finit par craquer. Elle confirme tout. L'alibi, qui a paralysé l'une des plus grandes enquêtes criminelles de France pendant 16 ans, s'effondre en quelques minutes. Privé de son bouclier, trahi par sa complice, Michel Fourniret est à nu. La juge Kéris, qui a parfaitement cerné la psychologie narcissique du tueur, sait que le moment est venu. Fourniret ne supporte pas de perdre le contrôle. Si Monique parle, il doit reprendre la main. En mars 2020, lors d'un nouvel interrogatoire, la juge lui présente une photo d'Estelle. Le vieil homme, le visage impassible, lâche enfin « Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute ». 17 ans après les faits, la vérité éclate enfin. Monique Olivier livre ensuite les détails sordides. L'enlèvement à Guermantes, la séquestration dans une maison de sa sœur à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, puis le viol et le meurtre. Peu après, la science vient confirmer les aveux. De nouvelles analyses ADN réalisées avec des techniques plus modernes sont effectuées sur un matelas saisi des années plus tôt dans cette maison. Des traces partielles de l'ADN d'Estelle y sont identifiées. Le puzzle est complet. La vérité judiciaire est établie au terme d'un parcours d'une longueur et d'une absurdité révoltantes. Pour saisir toute l'horreur de l'affaire Mouzin, il faut oser regarder au-delà des faits, au-delà de la chronologie macabre. Il faut plonger dans l'abîme psychologique
qui a uni Michel Fourniret et Monique Olivier. Leur association n'était pas un simple partenariat criminel, c'était une symbiose pathologique, une folie à deux, où les perversions de l'un étaient le carburant des crimes de l'autre. Ils ont formé une entité monstrueuse, une machine à tuer d'une efficacité redoutable, dont la valeur première était la destruction de l'innocence. Michel Fourniret, d'abord. Les experts qui l'ont examiné dressent le portrait d'un prédateur absolu. Un psychopathe narcissique, manipulateur, sadique, et totalement dépourvu de la moindre trace d'empathie. Son univers mental était entièrement structuré autour d'une obsession maladive pour la virginité. Pour lui, la virginité était une forme de pureté originelle, un trésor qu'il se devait de souiller. Toute femme qui n'était plus vierge était à ses yeux impure, vénale, un terme qu'il employait constamment. Son plaisir ne résidait pas seulement dans l'acte sexuel ou le meurtre. Il se prolongeait dans la souffrance qu'il infligeait non seulement à ses victimes, mais aussi à leurs familles. Les lettres qu'il envoyait, les fausses pistes qu'il donnait, tout participait de ce sadisme post-mortem. L'expert psychologue Jean-Luc Ployer, qui l'a longuement étudié, a utilisé des mots forts. Fourniret était un individu hors norme, une véritable incarnation du mal. Monique Olivier, ensuite. Pendant des années, elle a réussi à tromper tout le monde, y compris la justice, en se présentant comme une femme soumise, terrorisée, une simple esclave des pulsions de son mari. La réalité est bien plus complexe et terrifiante. Loin d'être une victime passive, elle était une complice active, intelligente et calculatrice. Les expertises psychologiques ont révélé un quotient intellectuel de 131, ce qui la classe dans les 2% supérieurs de la population. Une intelligence redoutable qu'elle a toujours pris soin de dissimuler derrière une apparence effacée, une élocution lente et laborieuse, une attitude de personne simplette. C'était un masque, une stratégie pour manipuler son auditoire et minimiser son rôle. Son rôle n'était pas secondaire, il était essentiel. Elle était le rouage qui permettait à la machine de fonctionner. Elle jouait le rôle de l'appât. Sa présence de femme, d'épouse, de mère était l'élément qui endormait la méfiance des proies. Comment une jeune fille pourrait-elle se méfier d'un homme accompagné de sa femme, parfois même enceinte? Lors de certains enlèvements, Monique Olivier était à un stade avancé de sa grossesse, utilisant son propre corps comme un instrument de réassurance pour attirer les victimes dans le piège mortel. C'est une démonstration glaçante de l'utilisation stratégique des stéréotypes de genre à des fins criminelles. Son intelligence supérieure, au lieu de la mener vers une vie constructive, a été entièrement mise au service du mal, cachée derrière un masque de passivité. La naissance de ce duo infernal a été scellée par un pacte diabolique conclu par correspondance en 1987, alors que Fourniret était en prison pour d'autres agressions sexuelles. Les termes de cet accord, retrouvés dans leurs lettres, sont d'une clarté effroyable. Monique Olivier, amoureuse et fascinée, s'engageait à l'aider à chasser les jeunes filles vierges. Dans une de ses lettres, elle écrit cette phrase qui glace le sang. « Tu sais, c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. » En échange, Fourniret lui promettait d'assassiner ses anciens maris qu'elle détestait. Une promesse qu'il ne tiendra d'ailleurs jamais, démontrant une fois de plus sa nature purement égoïste. Ce pacte a agi comme un permis de tuer. Il a libéré les pulsions de Fourniret, lui donnant la validation et le soutien logistique dont il avait besoin. Leur partenariat était une œuvre commune, des meurtres à 4 mains, selon l'expression des experts. Avant sa rencontre avec Monique Olivier, Michel Fourniret était un délinquant sexuel, un prédateur, mais il n'avait pas encore tué. C'est la rencontre avec elle qui a été le catalyseur. Elle a été, selon les mots d'un psychologue, le briquet qui a enflammé le jerrycan de pulsions meurtrières de Fourniret. Elle n'était pas seulement la complice, elle était la scénariste de ses crimes. Lui n'en était que l'acteur. Leur relation n'était pas celle d'un maître et d'une esclave, mais une véritable fusion pathologique où les névroses de l'un se nourrissaient de celles de l'autre, créant une synergie monstrueuse. Si le combat d'Éric Mouzin vous touche et que vous croyez, comme nous, que chaque victime mérite que son histoire soit racontée avec précision et dignité, laissez un commentaire pour témoigner votre soutien. Chaque mot, chaque partage est une façon de s'opposer à l'oubli et de rendre hommage à leur mémoire.
Malgré les aveux de Michel Fourniret, malgré la condamnation de Monique Olivier, l'affaire Estelle Mouzin reste une plaie ouverte. Une question, la plus essentielle de toutes, demeure sans réponse. Où est le corps d'Estelle? Cette absence est la blessure la plus profonde, la plus durable pour sa famille. C'est un deuil impossible, une torture psychologique qui prolonge le calvaire bien au-delà des murs du palais de justice. À la suite des aveux, un espoir immense naît. L'espoir de pouvoir enfin offrir une sépulture à Estelle, de lui donner un lieu de recueillement. Des campagnes de fouilles d'une ampleur considérable sont alors lancées dans la région des Ardennes. Les efforts se concentrent sur 2 zones principales, les bois d'Issancourt et Rumel et les alentours de l'ancienne maison de la sœur de Fourniret, à Ville-sur-Lume, là où Estelle a été séquestrée et tuée. Ces recherches sont guidées par les déclarations tardives, et souvent contradictoires, du couple diabolique. Michel Fourniret, à la fin de sa vie, a la mémoire qui flanche, ou feint de la voir. Ses réponses sont laconiques, énigmatiques, toujours empreintes de sa perversité manipulatrice. Confronté à une carte, il désigne une zone du doigt, qualifiant l'hypothèse de « tout à fait pertinente », sans jamais donner de certitude. Il joue une dernière fois avec les nerfs des enquêteurs et de la famille, se délectant de ce dernier pouvoir qu'il détient. Monique Olivier, quant à elle, participe à plusieurs reprises à des transports sur les lieux. Elle est emmenée par la juge Kéris dans les forêts ardennaises, priée de montrer l'endroit où le corps a été enterré. Elle hésite, se contredit, désigne un endroit puis un autre. Ses indications restent désespérément vagues. On ne saura jamais si son imprécision est due à une mémoire défaillante après tant d'années ou si elle retient délibérément des informations cruciales. Est-ce une ultime tentative de se protéger en ne livrant pas le dernier secret? Ou est-ce, comme pour Fourniret, une forme de pouvoir, une manière de conserver une monnaie d'échange, un moyen de continuer à exister dans le dossier? Le coût de ces multiples opérations de fouilles est astronomique. Des hectares de forêt sont déboisés, des engins de chantier sont mobilisés, des technologies de pointe comme les radars géologiques sont utilisés. Mais chaque campagne se solde par un échec. Chaque espoir est douché. Le corps d'Estelle Mouzin reste introuvable. Cet échec est l'ultime acte de cruauté du couple Fourniret-Olivier. La recherche d'un corps n'est pas une simple formalité judiciaire. Elle répond à un besoin humain fondamental. Le besoin de faire son deuil, d'avoir une tombe sur laquelle se recueillir, de mettre un point final à l'horreur. En retenant cette information, Fourniret et Olivier ont transformé le corps d'Estelle en un dernier otage. Ils se sont assurés que leur emprise sur la famille Mouzin perdurerait bien au-delà de leur propre existence. Ils ont condamné Éric Mouzin et ses proches à une quête sans fin, à errer pour toujours dans les forêts sombres des Ardennes, cherchant une réponse qu'ils ne trouveront peut-être jamais. C'est une blessure qui ne pourra jamais complètement cicatriser, une preuve supplémentaire de leur inhumanité absolue. La valeur d'une sépulture pour une famille endeuillée est inestimable, et c'est ce dernier réconfort qu'ils leur ont sciemment refusé. L'affaire Estelle Mouzin a cessé depuis longtemps d'être un simple fait divers. Elle est devenue un cas d'école, le symbole des dysfonctionnements chroniques de la justice française. Et si cette affaire a pu catalyser des réformes structurelles majeures, c'est grâce au combat d'un homme, Éric Mouzin. Il a transformé sa douleur de père en une force de changement, menant une véritable guerre contre un système qui l'avait trahi. En 2018, après 15 années d'une enquête qu'il jugeait à juste titre calamiteuse, Éric Mouzin franchit une étape décisive. Représenté par ses infatigables avocats, il assigne l'État français en justice pour faute lourde et déni de justice. Cette procédure, hautement symbolique, n'a pas pour but d'obtenir une compensation financière, mais de faire reconnaître officiellement la responsabilité de l'État dans la gestion de l'enquête. L'assignation est un réquisitoire implacable, un catalogue précis et documenté de toutes les erreurs, de tous les manquements qui ont jalonné le dossier pendant près de 2 décennies. Le rejet prématuré de la piste Fourniret, l'acceptation aveugle de l'alibi fourni par Monique Olivier, l'absence d'analyse des données de téléphonie qui auraient pu invalider cet alibi, la lettre de Fourniret de 2007 jetée à la poubelle, le témoignage crucial de Milika Petrovic négligé pendant 4 ans. La liste est longue et accablante.
À cela s'ajoute une instabilité chronique de la direction d'enquête, avec près de 10 juges d'instruction qui se sont succédés sur le dossier, entraînant une perte de mémoire institutionnelle et rendant le dossier illisible. Surtout, Éric Mouzin dénonce la vision en tunnel des enquêteurs, leur obstination à refuser d'explorer la piste la plus évidente, une attitude qu'il qualifie de entrave à la manifestation de la vérité. Ce procès contre l'État, dont le jugement est attendu, est l'aboutissement de son combat pour la vérité. Mais la guerre d'Éric Mouzin ne s'est pas limitée au prétoire. Il a compris que pour que la mort de sa fille ait un sens, il fallait que de telles défaillances ne puissent plus jamais se reproduire. Il est ainsi devenu, malgré lui, un acteur majeur de la réforme judiciaire en France. 2 avancées majeures portent l'empreinte de son combat. La première est le plan Alerte Enlèvement. Dès les premiers mois, frustré par la lenteur de la mobilisation, Éric Mouzin se renseigne sur les systèmes existants à l'étranger et découvre le Amber Alert américain. Avec son association, il mène un lobbying acharné auprès des pouvoirs publics. En 2006, son combat porte ses fruits. Le plan Alerte Enlèvement est créé en France. Ce dispositif, qui permet de diffuser massivement et rapidement un avis de recherche en cas d'enlèvement avéré, est aujourd'hui un outil essentiel qui a permis de sauver la vie de plusieurs enfants. La seconde, et peut-être la plus importante, est la création du pôle national des crimes sériels ou non élucidés, surnommé le pôle Cold Cases. Les dysfonctionnements de l'affaire Mouzin en ont été le principal catalyseur. L'enquête cloisonnée, le manque de spécialisation des enquêteurs, l'absence de mémoire criminelle, tout plaidait pour la création d'une structure nationale dédiée. Ce pôle, qui a vu le jour à Nanterre en 2022, est la réponse institutionnelle directe aux problèmes mis en lumière par l'affaire. Il centralise l'expertise, assure la continuité des enquêtes sur le long terme et surtout il permet d'analyser les parcours criminels des suspects à travers différentes juridictions, brisant enfin la logique en tuyau d'orgue qui avait tant nui à l'enquête sur la disparition d'Estelle. Par sa détermination, par son incroyable résilience, Éric Mouzin a prouvé qu'un simple citoyen, armé de sa seule conviction, pouvait contraindre une institution aussi puissante que l'État à se remettre en question et à se réformer en profondeur. L'investissement personnel de cet homme, sa dignité dans l'épreuve, forcent l'admiration et ont changé durablement le paysage judiciaire français. Le dernier chapitre judiciaire de l'affaire s'est écrit à l'automne 2023, Michel Fourniret étant décédé en prison en mai 2021, emportant avec lui la plupart de ses secrets. C'est Monique Olivier qui a comparu seule devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle était jugée pour sa complicité dans les meurtres d'Estelle Mouzin, mais aussi de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish. Ce procès était attendu comme le point final, le moment où la justice allait enfin nommer les choses et apporter une forme de paix aux familles. L'audience a été une épreuve, une nouvelle maltraitance institutionnelle, selon les mots des avocats des parties civiles, qui ont critiqué la conduite des débats, jugée autoritaire et peu respectueuse de la parole des victimes. Pour les familles, le procès a été une immense déception. Monique Olivier est restée murée dans ses ambiguïtés, incapable ou peu désireuse de fournir la seule réponse qui comptait vraiment. Le 19 décembre 2023, le verdict est tombé. Monique Olivier a été reconnue coupable de complicité et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Une vérité judiciaire a été établie, mais elle n'a apporté ni la vérité complète, ni la clôture émotionnelle tant espérée. La principale zone d'ombre demeure. Où est le corps d'Estelle? Le procès a mis en lumière les limites de notre système pénal. Il peut condamner, il peut punir, mais il peine à réparer. Pour les familles, la justice a rendu un jugement, mais elle n'a pas rendu la paix. L'affaire Estelle Mouzin laisse donc un héritage double et complexe. D'un côté, la révélation glaçante de la capacité du mal absolu, incarnée par ce couple, dont la dynamique perverse a engendré une série de crimes d'une cruauté sans nom. De l'autre, la démonstration inspirante de la force d'un père qui a refusé l'injustice et l'oubli. Le combat d'Éric Mouzin a transcendé sa tragédie personnelle. Il a transformé le nom de sa fille en un symbole de réforme. L'alerte enlèvement et le pôle Cold Cases de Nanterre sont aujourd'hui des piliers de notre système judiciaire. Nés de la douleur
et de la ténacité d'un homme. Si le dossier judiciaire est clos, la quête du corps d'Estelle, elle, se poursuit, comme un rappel poignant de l'incomplétude de cette histoire. Ces réformes, cet héritage, constituent aujourd'hui le mémorial le plus durable et le plus solennel pour cette petite fille de 9 ans qui, un soir de janvier, n'est jamais rentrée à la maison. Son souvenir nous oblige à rester vigilants et à nous battre pour une justice plus humaine et plus efficace. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Partagez cette vidéo pour que l'histoire d'Estelle Mouzin et le combat de son père ne soient jamais oubliés. Chaque vue, chaque partage est une pierre ajoutée à l'édifice de la mémoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues pour continuer à explorer avec nous les grandes affaires qui ont marqué notre histoire.